Alors, bienvenue aujourd'hui pour la dernière session consacrée à la quinzaine sur la citoyenneté organisée par la Mission laïque française. Et on a le plaisir aujourd'hui d'accueillir deux représentants du CLEMI que je vais laisser se présenter et vous présenter le CLEMI, c'est-à-dire le Centre pour l'éducation aux médias et à l'information. À la Mission laïque française, on est vraiment ravis de vous accueillir parce que vous êtes évidemment sur ce sujet-là de l'éducation aux médias et à l'information un acteur incontournable. Donc, merci d'avoir bien voulu participer à notre session. Voilà. C'est avec plaisir qu'on a accepté votre invitation. Donc pour ce webinaire sur les discours médiatiques sur les objets scientifiques. Alors peut-être je vais laisser Eric se présenter. Oui, bonjour. Donc voilà, Eric Schweitzer, formateur au CLEMI et enseignant, enfin ancien enseignant spécialisé et conseiller pédagogique du premier degré. Donc, voilà. Et plutôt spécialiste des questions d'image dans les médias, de radio et de médias scolaires. Exactement. Voilà. Beaucoup de cordes à ton arc, Eric. Ouais, quelques-unes. Et donc, moi, je suis Elsie Russier, je suis la responsable du pôle formation au CLEMI. Et moi, j'ai été professeure documentaliste aussi pendant 10 ans, avant d'être détachée au CLEMI, voilà, sur les questions de formation. Donc, comme vous l'a dit Delphine, n'hésitez pas si vous avez des questions à nous interrompre ou à utiliser le chat. L'idée, c'est aussi qu'on puisse avoir une discussion autour de cette thématique qui est en ce moment très, très actuelle, qui pose aussi beaucoup de questions sur comment on peut aider les élèves à développer leur esprit critique face à ces discours médiatiques scientifiques. Donc, pour commencer, peut-être qu'on va refaire un point sur ce qu'on appelle esprit critique, parce que c'est vrai que c'est un terme qu'on utilise aujourd'hui beaucoup et qui nous a semblé avec Eric qu'il fallait d'abord commencer par redéfinir ça avec vous et que c'était important voilà, qu'on parle tous de la même chose. Alors. Voilà, donc ça c'est un document qui vient du SCOL et qui est plutôt au départ quelque chose qui est pensé par des gens qui enseignent les sciences, parce que c'est plutôt les gens de la main à la pâte, si vous dites quelque chose, si ça vous dit quelque chose, qui établissent ce document, et en fait qui est tout à fait en rapport avec ce qu'on peut nous travailler en termes d'éducation aux médias et à l'information. Donc un état à l'esprit critique, c'est un état d'esprit en fait qui se caractérise par des attitudes. Donc la curiosité d'abord, la curiosité, l'envie de connaître, de savoir, l'écoute, l'intérêt pour ce que pensent les autres, le goût du débat, l'autonomie, chercher à penser par soi-même et parfois s'autoriser à penser différemment des gens qui nous entourent, de son cercle familial, de ses amis, voilà, et d'avoir des avis divergents même par rapport à ses proches. La lucidité, avoir conscience de ce que l'on sait, de ce qu'on ne sait pas. Être conscient qu'il y a plein de choses qu'on ne sait pas. Voilà. La modestie, accepter la complexité du réel, accepter de s'être trompé aussi. Et puis, quelque chose qui n'apparaît pas sur ce document, mais qui me paraît essentiel, la patience. Savoir prendre son temps avant de juger et même parfois suspendre son jugement quand on ne peut pas le prononcer. Ce qui est assez compliqué dans la période qu'on vit actuellement, puisqu'on nous demande de prendre des positions, même pour nous-mêmes. Typiquement, là, on est en train de choisir... on va nous demander bientôt si on veut se faire vacciner, pas vacciner. Il faut arriver à juger de cette problématique-là maintenant. Alors, ça se caractérise aussi par des pratiques. Donc, s'informer d'abord, avoir des informations sur le sujet qui nous intéresse, rechercher des informations pertinentes, évaluer cette information, en rechercher les sources, les comparer, distinguer les faits des interprétations, confronter les interprétations, et puis prendre conscience, là encore, de la nécessité du débat, confronter son interprétation à celle des autres et les différentes interprétations qui peuvent exister, évaluer ces interprétations, distinguer les interprétations valides des hypothèses, des opinions.
en tout état de cause, l'état critique, ce n'est pas un acquis, c'est quelque chose qu'on va renforcer tout au long de sa vie, par ses connaissances, par son attitude. Donc, l'esprit critique, ce n'est pas tout critiquer, c'est avoir un avis circonstancié sur les choses, en fait. Ce n'est pas forcément détruire ce qui est en face, enfin, détruire l'opinion de l'autre et la critiquer, vraiment la critique négative, c'est vraiment l'évaluer. Un point très très important sur lequel aussi on insiste, c'est que évidemment l'éducation aux médias et à l'information tend à aider à construire un esprit critique. Esprit critique, on parle de l'esprit critique des élèves, mais c'est quelque chose qui se construit tout au long de la vie. Ça, c'est très important. Alors quelqu'un vient de rallumer son micro. Non, c'est bon. Voilà, donc ça ne se limite pas à l'éducation aux médias et à l'information parce que c'est la convergence en fait, de différentes cultures. Exercer son esprit critique, c'est aussi avoir une culture historique, une culture numérique, médiatique, informationnelle, scientifique, etc. Et c'est en utilisant toutes ces cultures-là, et évidemment une culture en éducation aux médias et à l'information, c'est en utilisant toutes ces cultures-là qu'on va se forger un esprit critique face aux informations qui vont nous arriver. Donc vraiment l'approche qu'on développe ici, c'est pas du tout de faire soit des petits journalistes, soit des petits scientifiques, puisque c'est pas du tout l'objectif ni du CLEMI ni de l'école en général, mais plutôt c'est de forger une conscience citoyenne. Et pour ça, c'est apprendre aux élèves comment l'info et comment la science se construisent. Donc c'est vraiment cette idée-là, c'est l'articulation entre les deux qui nous intéresse beaucoup sur ce sujet actuellement. Alors, avant toute chose également, on voudrait faire quelques distinctions pour vraiment replacer notre propos. Alors, la première chose, c'est celle-ci, la distinction entre information et opinion. Alors ça, c'est quelque chose auquel on est tous confrontés en ce moment. Je ne sais pas que forcément les modes d'information que vous avez dans vos différents pays, mais en tout cas, typiquement en France actuellement, voilà sur les chaînes d'info continue, le talk show, les débats entre polémistes et entre éditorialistes ont pris vraiment prennent beaucoup d'importance. Et ce n'est pas toujours facile de se repérer, en tout cas pour une grande partie de la population, de se repérer entre ce qui est vraiment de l'information, ce qui est de l'ordre de l'information et ce qui est de l'ordre de l'opinion. Donc, je me suis appuyé sur un document qui vient du site Science Presse, un site québécois. Voilà, et je trouve que c'est assez pertinent. Des astuces un petit peu pour distinguer donc l'information de l'opinion. Est-ce que ce qu'on est en train de me dire, c'est vérifiable ou pas? Est-ce qu'on connaît la source de ce qui est affirmé? Est-ce qu'on a des sources concordantes, pardon? Quel est le statut de la personne par rapport à ce sujet? Est-ce que c'est un expert du sujet ou est-ce que c'est juste un commentateur? Quel est le type du contenu? Est-ce qu'on est dans un reportage d'information, dans une émission scientifique? Est-ce qu'on est dans un talk show? Est-ce que c'est un éditorial sur un journal? Est-ce que c'est une chronique? Ça nous donne quand même des informations sur le type de l'information, enfin, sur le fait que ce soit une information ou une opinion. Puis ensuite, le ton employé et sa forme. Est-ce qu'il y a des études? Est-ce qu'il y a des données statistiques? Est-ce qu'il y a des experts? Ou est-ce que c'est vraiment du discours? Et selon moi, à mon avis, est-ce qu'on fait appel au bon sens, comme on entend assez régulièrement sur les questions sanitaires actuellement? Et puis, tout en étant conscient que malgré cela, il peut y avoir une grande porosité entre les opinions, enfin entre les contenus qui portent de l'opinion ou celles qui portent de l'information. On peut avoir à l'intérieur d'un reportage des commentaires qui sont purement de l'ordre de l'opinion, et puis à l'intérieur d'un talk show, quelqu'un qui va avoir une opinion, qui va donner une information tout à fait vérifiée et vérifiable. Voilà. Ça demande une assez grande souplesse d'esprit en fait par rapport à ça, mais en tout cas d'avoir conscience de cette dichotomie entre l'information et l'opinion. Et donc, ça rejoint la deuxième distinction qu'on peut faire entre les faits et les croyances. Alors là, c'est encore plus prégnant quand on parle d'information scientifique, parce que la croyance, je peux vous faire référence à certaines personnes qui pensent que, par exemple, la Terre est plate. Donc là, on voit bien qu'il y a une différence entre la croyance et les faits.
Donc, quand on redéfinit ce qu'est l'information médiatique, donc c'est un fait vérifié qui va intéresser un grand nombre de personnes. Le mot vérifié est assez important là dans cette définition. Et un fait, c'est un phénomène ou un événement qui est conçu comme indiscutable. Alors, même cette définition-là, elle est peut-être aussi discutable malgré tout, puisqu'on voit bien que, par exemple, l'histoire, même si on est censé avoir des faits indiscutables, c'est une science qui évolue et qui peut changer. Mais en tout cas, voilà, sur l'info médiatique, c'est un événement qui est indiscutable. Et à contrario, la croyance, c'est plutôt une certitude personnelle, parfois partagée, évidemment, quand on voit des groupes de personnes qui partagent les mêmes croyances, mais c'est de l'ordre de l'opinion subjective et parfois même de l'intuition. Donc là, on voit bien qu'on n'est plus dans le rapport factuel à la réalité, mais qu'on est dans la croyance. Et en fait, en science, on se base sur des faits quand on élabore une théorie. Donc pour la science, c'est se baser sur des faits et des observations, c'est ce qu'on appelle la méthode scientifique. Donc on analyse des données, des chiffres, etc. Et donc à partir de ça, on va élaborer ce qu'on appelle des théories. Voilà. Et en journalisme, si on veut faire un peu la comparaison entre les deux, quand on écrit un article, on se base également sur des faits qu'on prend soin de vérifier. Voilà, mais les faits ne sont pas intuitifs et donc c'est pour ça aussi qu'on va des fois avoir un mélange. C'est toujours pareil, hein, c'est toujours, la frontière est toujours un peu poreuse entre les faits et les croyances qui se mélangent dans les discours médiatiques, comme l'a expliqué Eric juste avant. Alors, pour vous faire un petit... vous donner 2 références sur ces questions-là. On voulait vous proposer... alors, on vous donnera le diaporama à la fin de la formation. Hein. On vous enverra tout ça par mail, donc vous aurez tous les liens qu'on présente ici. Donc, la première, c'est une fiche pédagogique qui s'appelle « Réagir face au complotisme en classe », qui a été rédigée par Karen Prévosseur, l'une de nos coordonnatrices du CLEMI. Et donc, elle explique bien que quand on est face à de la croyance, il ne faut surtout pas s'engager dans de la réfutation immédiate et que ça ne fonctionne pas du tout. Que les systèmes de référence ne peuvent pas se démonter comme ça. Et donc, je vous engage à lire cette fiche qui est vraiment très intéressante sur la façon dont on peut réagir face aux théories complotistes en classe. Alors, évidemment, on ne va pas toujours aller jusqu'à des théories complotistes, mais en tout cas, voilà comment on peut aborder la croyance par rapport à un rapport aux faits. Et la seconde, c'est une vidéo aussi réalisée en collaboration avec le CLEMI de l'Académie de Créteil, qui s'appelle La collab de l'info, et donc qui fait bien le point entre faits et croyances. Et ça, c'est un document qu'on peut diffuser aux élèves au niveau collège-lycée. Je pense que c'est assez intéressant de faire le point là-dessus, avec cette ressource. Autre distinction très importante pour nous, c'est la différence entre vulgarisation et médiatisation scientifique. Alors, qu'est-ce que c'est que cette différence-là? Pourquoi elle est importante? La vulgarisation scientifique, c'est adapter des notions, des connaissances scientifiques et techniques afin de les rendre compréhensibles par un non-spécialiste. Donc, c'est ce que vous allez retrouver dans les magazines scientifiques, par exemple, Sciences et Avenir, La Recherche, etc. Donc là, en fait, c'est une relation entre le scientifique, ou le journaliste scientifique spécialisé, et le public. Ce qui est différent de la médiatisation. Là, et c'est d'ailleurs souvent ce à quoi on a accès quand on parle de science, c'est pour ça qu'on a appelé ça construire l'esprit critique sur les discours médiatiques, sur les infos scientifiques, sur les objets scientifiques, c'est parce que là, donc on accède à un discours sur la science. Et ce n'est pas du tout la même chose que d'accéder à de la science simplifiée ou vulgarisée. Alors que là, on avait 2 acteurs, donc le scientifique et le public. Maintenant, on se retrouve avec 4 acteurs, c'est-à-dire qu'on va avoir l'intrusion du phénomène communicationnel et politique dans le discours médiatique sur les objets scientifiques. Et ça change le rapport à la science qu'on va pouvoir avoir en tant que citoyen. Et c'est ce que rappelle Dominique Volton dans son texte, là aussi, dont je vous ai mis le lien, c'est qu'en fait, la médiatisation n'est pas l'équivalent de la vulgarisation. Ce n'est pas parce qu'on va parler plus de science qu'en fait, la place de la science aura été meilleure dans la société, ou qu'en tout cas, les citoyens comprendront mieux la science. C'est un peu ce à quoi on assiste en ce moment avec la crise du Covid. On voit de plus en plus de scientifiques, de plus en plus de discours sur la science, mais ce n'est pas pour autant que le discours scientifique est compris. Et en tout cas, ce n'est pas pour autant que voilà, on est plus à l'aise avec ça. On manque toujours quand même de culture scientifique.
Voilà, ça c'est une distinction qui est importante aussi à prendre en compte dès le début. Et la dernière sur laquelle on voulait faire un focus, c'est la différence entre la science et la pseudoscience. Alors en fait, qu'est-ce que c'est que les pseudosciences? Là c'est pareil, je vous encouragerai à aller voir cette vidéo, qui est issue d'une série animée qui s'appelle Tu mourras moins bête, qui est qui est intéressante et aussi à montrer avec des élèves, c'est assez rigolo. En fait, il explique que la pseudoscience, ça ressemble à une science. C'est une discipline en fait qui a tout ce qui pourrait être une science, mais qui en fait n'en a ni la démarche ni la reconnaissance. Alors on peut citer peut-être, je ne sais pas moi, l'astrologie par exemple, qui va avoir des discours qui imitent en fait la démarche scientifique, mais en réalité, ça n'est pas du tout de la science. Il y a une revue d'ailleurs aussi que je voulais citer, que je n'ai pas mis dans le diaporama, qui s'appelle Science et pseudosciences, que je vous encourage à aller consulter. Il y a vraiment des dossiers qui sont très intéressants sur toutes ces questions-là. Alors, une fois qu'on a fait ces distinctions-là, ce qui est intéressant aussi, c'est de découvrir ce qu'on appelle la démarche scientifique. Alors, il faut rappeler que nous, on intervient là en tant que non spécialiste des sciences. Et c'est important de rappeler ça, mais ça ne nous empêche pas de pouvoir intervenir sur ces questions-là, parce qu'on ne se place pas du tout en scientifique, mais on se place dans scrutateur de ce qui va se passer dans les discours médiatiques sur les sciences. Donc, on va faire un petit test. Je vais vous faire, vous allez pouvoir utiliser le chat pour répondre à cette question-là. C'est un exercice que j'ai emprunté à la chaîne Hygiène Mentale, je ne sais pas si vous connaissez, qui se trouve sur YouTube. C'est une chaîne qui est dédiée à l'esprit critique et qui fait des vidéos qui sont tout à fait intéressantes. Je vous encourage à aller voir. Donc, admettons que le monde soit un jeu de cartes. Voilà. Et j'ai une hypothèse, c'est que si une carte a une dame d'un côté, alors l'autre côté est bleu. En gros, les 4 dames qui sont dans ce jeu de cartes, mon hypothèse, c'est qu'elles sont toutes bleues. Voilà. Sauf que, comme tous les scientifiques, je n'ai pas la possibilité d'accéder à toute la connaissance, donc c'est-à-dire que je ne peux pas retourner toutes les cartes. Mais par contre, j'ai accès à ces 4 cartes-là, 1, 2, 3 et 4, et je peux les retourner pour essayer de vérifier mon hypothèse. Alors, selon vous, quelles sont les cartes que je vais devoir retourner pour vérifier mon hypothèse? Donc, que je répète, c'est si une carte a une dame d'un côté, alors l'autre côté est bleu. Voilà, dites-moi dans le chat, peut-être si, selon vous, quelle carte vous retourneriez? On a des réponses différentes, c'est marrant. Alors, vous verrez que donc là, on a un panel qui est plutôt aguerri sur les hypothèses scientifiques, je note. Car d'habitude, il y a plus de monde qui tombe un petit peu dans le piège, on va dire. Eh bien, la réponse, c'est celle-là, c'est la 1 et la 4. Alors, en fait, tout le monde, a priori, se dit, bon, mon hypothèse, c'est si une carte a une dame d'un côté, alors l'autre côté est bleu. La première chose pour vérifier, c'est que si j'ai une dame, je vérifie que de l'autre côté, c'est bleu. Parce que si de l'autre côté, c'est une autre couleur que bleu, ben voilà, j'ai tout de suite démonté mon hypothèse. La deuxième, pas trop d'utilité, c'est un 10. Bon, ça ne nous intéresse pas vraiment. Et en fait, je dirais que 95% de la population, moi y compris, a envie de retourner la carte numéro 3. Pourquoi? Parce que son côté est bleu. Mais en fait, s'il y a une dame de l'autre côté, ça ne prouve pas que toutes les dames sont bleues. Et s'il y a autre chose qu'une dame, ça ne prouve pas non plus que les dames sont bleues ou pas bleues. Donc en fait, il n'y a pas d'intérêt non plus à retourner celle-là. Mais par contre, celle qu'il faut absolument retourner, c'est la carte rouge. Pourquoi? Parce que s'il y a une dame de l'autre côté, là, je viens réfuter mon hypothèse, et c'est-à-dire que elle tombe en fait. Voilà. Donc, ça, c'est une chose très intéressante dans la question de la vérification, dans le raisonnement scientifique, c'est-à-dire qu'on ne va pas chercher à prouver une théorie, mais on va chercher à la réfuter. En gros, en science, tant qu'on n'a pas prouvé le contraire, on peut se dire que, enfin, de façon
plausible, on peut se dire que la théorie est valable. Et c'est toute la difficulté quand on fait de l'éducation aux médias et à l'information, c'est que là, c'est autre chose. C'est-à-dire qu'on prend le processus inverse. Quand on va faire de la vérification de l'information, on va aller plutôt, d'ailleurs on dit vérifier l'information, on va aller vérifier notre info. Et quand on fait des sciences, on va plutôt essayer de réfuter une théorie. Donc c'est vraiment deux démarches qui s'opposent. Et c'est pour ça que quand on va travailler sur la question de la désinformation scientifique, si je vous donne ces deux phrases, si on ne peut pas prouver que le monstre du Loch Ness n'existe pas, c'est qu'il existe. Et si je prends ma démarche de vérification de l'info, si on ne peut pas prouver que le monstre du Loch Ness existe, alors il n'existe pas. Voilà. Donc là, vous voyez bien la différence de raisonnement qu'il peut y avoir entre un journaliste et un scientifique. Ce qui fait que ces types de discours différents, finalement, vont arriver à se retrouver dans les mêmes discours médiatiques. Et c'est ce qui fait que parfois, ça peut être un peu compliqué à comprendre. Voilà pour les deux types de discours. Donc, c'est ça qu'on utilise beaucoup quand on parle de désinformation scientifique, parce qu'en fait, on manipule un peu ces formes de rhétorique pour modifier l'opinion, en fait, pour manipuler l'opinion. Mais il y a aussi ce qu'on appelle un contexte de défiance vis-à-vis des sciences et des médias, qui fait qu'on assiste à une partie à beaucoup de désinformation scientifique. La science sur le doute et l'incertitude. Donc oui, alors il y a la question de la temporalité qui est vraiment très très importante. On en parlait tout à l'heure quand on a été sur l'esprit critique. Être patient. Et voilà, il faut du temps pour démontrer des hypothèses. Et le temps médiatique, lui, il réclame il est dans une immédiateté. C'est exactement ce qu'on est en train de vivre actuellement. Par exemple, encore une fois, sur ces questions de vaccins, etc. On demande des réponses. Et il y a une urgence, qui est en plus une urgence sanitaire, donc on demande des réponses très rapides, alors qu'à l'évidence, on n'a pas du temps, on n'a pas le temps pour le faire. Bon, voilà, comment évaluer les effets secondaires alors qu'il n'y a pas le recul suffisant, c'est quelque chose de difficile et voire d'impossible. Voilà. Les contestations minoritaires, donc sur les minorités actives sont finalement très, très présentes, en fait. Parfois, ce sont des petites minorités, mais qui peuvent avoir une très, très grande influence parce qu'elles sont très, très actives sur les réseaux sociaux en particulier. Et donc, du coup, on peut avoir un effet de déformation, d'importance donnée à des thématiques ou à des controverses, alors que finalement, elles représentent des petits groupes de pensée. C'est quand même très, très, très véritable sur les réseaux sociaux en particulier. Alors, on a voulu citer Gérald Bronner qui parle de l'essor du populisme précautionniste. Ça aussi, c'est une dimension intéressante dans ce contexte de défiance. En fait, il définit ça comme une disposition mentale qui consiste à surestimer les faibles probabilités. En gros, je crois tout ce que je crains. Et ça, c'est dans un rapport au discours scientifique, c'est une dimension très importante, parce on le verra juste après, il y a la dimension de peur, en fait, qui rentre en jeu. Et donc, on a peur de beaucoup de choses, hein, surtout face à des discours scientifiques qu'on ne comprend pas forcément. Et tout ce dont on a peur, finalement, on y croit ou on y adhère plus facilement. Sur la question de la démocratie et de l'expertise aussi, c'est ce qu'on disait un petit peu tout à l'heure, c'est le champ politique qui rentre en conflit avec le champ scientifique. Nous, en France, on le voit bien en ce moment, c'est-à-dire qui va prendre les décisions dans ce contexte sanitaire. Est-ce que ça va être le politique ou est-ce que ça va être le scientifique qui va pouvoir guider l'intérêt général? Voilà, donc ça c'est une dimension particulière. Donc, il y a une volonté citoyenne d'être impliquée dans les décisions qui concernent toutes les décisions scientifiques notamment, et ce qui est légitime, on peut l'entendre, mais il y a aussi l'idée qu'on n'a pas forcément l'expertise. Donc à quel moment on laisse l'expert prendre des décisions et dire qu'il est expert, et à quel moment le citoyen peut prendre part à la décision aussi scientifique. Donc
on voit bien que ces deux registres-là sont un petit peu en conflit dans les sociétés actuelles. Et puis avec des confrontations d'expertise, puisque finalement, typiquement sur ce qu'on est en train de vivre actuellement, voilà, il y a des domaines d'expertise qui se télescopent entre le sanitaire, l'économique, etc. Donc du coup, on se retrouve à confronter des expertises qui n'ont pas forcément les… Et là, ça va être… effectivement, là, on a l'intervention du politique pour trier entre ces différentes expertises. Tout à fait. Donc, c'est ce qu'on disait aussi sur le statut des scientifiques dans les médias. Ouais. Eric. Oui, voilà, typiquement, on a vu dans toute cette période intervenir des scientifiques dans les médias très, très fréquemment et parfois, d'ailleurs, abandonner complètement leur statut de scientifique. C'est-à-dire qu'on a vu des gens venir donner des opinions avec, alors, ce qui était compliqué par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure sur le fait que quand on veut savoir ce qu'est une opinion, différencier une opinion d'une information, on a tendance à se référer à qui nous parle. J'ai un exemple très précis en tête, peut-être que vous l'aviez vu. Le professeur Montagnier est intervenu un jour dans un talk show. Professeur Montagnier, quand même prix Nobel de médecine, avec celui qui a découvert le virus du sida, donc on peut penser qu'il a une expertise sur l'anthropologie, et puis qui a tenu un discours qui n'était absolument pas vérifié. Et puis ce discours était tenu dans une émission de talk show qui n'avait aucune une prétention scientifique, une option de débat. Et donc, du coup, c'est vrai que ça perturbe complètement notre perception, en fait. Quand c'est une sommité médicale qui s'exprime, on a tendance à lui accorder du crédit. Et en fait, il faut aller plus loin que ce crédit donné à son statut pour un peu déconstruire ce qui peut être en train d'être dit. Tout à fait. Et en plus, ce qu'on peut ajouter là, c'est ce qu'on décrit dans les mécanismes de la rumeur, parce qu'on voit que toutes les théories qui enflent, notamment sur les réseaux sociaux, dans les mécanismes de la rumeur, il y a deux éléments très importants. D'abord, le manque d'informations et d'explications. Donc, en fait, quand les citoyens veulent comprendre, mais qu'ils n'ont pas assez d'infos, et finalement, si on ne l'a pas, l'info, on la construit. Et on la construit un peu comme on a envie, avec des bribes d'informations, etc. Et ça, c'est un des mécanismes très, très importants de la rumeur. Là où il n'y a pas d'information, se glisse toujours la rumeur. Et là, on l'a bien vu aussi dans cette crise sanitaire, quand il n'y avait pas d'informations, c'est là que sont nées toutes les rumeurs et les théories les plus fumeuses. Et puis, il y a une dimension aussi très importante là-dedans, c'est la volonté de s'opposer à la parole officielle. C'est-à-dire qu'il faut penser à… Alors, c'est Jean-Noël Capferrer qui dit ça, que la rumeur, c'est une information parallèle et parfois opposée à l'information officielle. Et c'est une forme de contre-pouvoir. C'est-à-dire que quand on estime que toutes les informations qui nous viennent du pouvoir, ou identifiées comme le pouvoir médiatique, etc., politique, sont fausses, ou en tout cas on n'a pas confiance, et bien on va construire un contre-discours, des contre-théories qui sont des contre-pouvoirs. Donc ça aussi, dans la désinformation scientifique ou dans les infos scientifiques, on va voir que c'est une dimension qui est assez importante. Pour vous donner quelques petits exemples par la suite, les deux racines en fait des infox, notamment sur la santé, c'est la peur et l'appel à l'intimité. C'est ce que je vous disais tout à l'heure avec le populisme dont parlait Gérald Bronner. On va utiliser la peur des gens et puis leur rapport intime à leur santé, parce que voilà, c'est vrai que les infos sur la santé, ça fait toujours appel aux émotions, forcément, puisqu'on se dit on a peur de la mort, on a peur de la maladie, etc. Et donc, on va utiliser ce rapport émotionnel à l'information pour faire passer des fausses informations. Bon, là, c'est un cas typique de détournement d'image où on a fait croire que c'était une construction en urgence d'un hôpital à Wuhan, et en fait, c'était juste le CHU de Tanger au Maroc, voilà, qui était en train d'être construit. Donc ça, c'est un cas typique de désinformation, et là, appliqué à la science et notamment à ces peurs liées à la santé. L'autre moteur des infox liés aux sciences et à la santé, c'est l'argent. Enfin, la désinformation, de toute façon. Donc, la désinformation, c'est le fait intentionnel
de faire circuler des fausses informations. Et là, c'est vraiment, il faut se dire que c'est très lucratif. Pourquoi? Parce qu'on va, en faisant appel à l'émotion, faire partager des contenus comme ça. Par exemple, là, j'avais pris des exemples de utiliser du citron congelé pour combattre le cancer. Par exemple, on va générer beaucoup de trafic sur la page Facebook qui renvoie au site internet. Donc là, on génère de l'argent via la publicité. Et puis ensuite, qu'est-ce qu'on fait? On vend des produits, donc soit une newsletter, soit de la documentation particulière, soit, et pour aller encore plus loin, dans le cas de Santé Nature Innovation, on va vendre des médicaments, des choses comme ça, des compléments alimentaires, etc. Donc on dit on vous ment, venez voir comment ça fonctionne, et puis après on va vous vendre quelque chose. Donc la dimension économique de la désinformation, elle est très importante. Là, je ne vais pas revenir là-dessus. Voilà. Donc là, on a parlé de la question des producteurs d'informations, donc comment l'info sur la science et la désinformation sur la science se construit. Mais maintenant, on va se placer du point de vue du récepteur de l'information et on va aborder ce qu'on appelle les biais cognitifs ou les arguments fallacieux qui sont utilisés pour nous convaincre. Alors, le premier, qui est typique, c'est cette illusion de scientificité qui est donnée à toutes les publications. C'est-à-dire que dans chaque publication pseudo-scientifique, vous allez trouver des références scientifiques réelles. C'est-à-dire que là, par exemple, dans cette capture d'écran, si vous regardez tout en bas, en fait, il y a les sources de cet article. Donc, bon, on se dit, très bien, c'est sourcé. C'est ce qu'on demande souvent aux élèves. Y a-t-il des sources? La réponse est oui. Ces sources sont-elles fiables? La réponse est oui aussi. Bon, encore faut-il aller les vérifier. Et quand on regarde un petit peu donc ces sources, ce sont de véritables études scientifiques menées notamment sur le lait, et qui sont publiées sur des sites, donc là c'est PubMed, c'est un site qui fait référence quand même en matière de publication médicale et scientifique. Donc, quand vous voyez cet article, vous avez l'impression qu'effectivement, c'est de la vulgarisation scientifique, puisque les personnes vous citent les sources scientifiques qui sont décrites dans l'article. Et en fait, quand vous allez voir ce que personne ne fait, évidemment, moi y compris, c'est-à-dire aller sur la source, qui est évidemment en anglais, puisque la langue scientifique, c'est l'anglais, et aller vraiment vérifier les conclusions de l'étude, en fait, vous vous rendez compte que c'est très extrapolé, et que ce n'est pas du tout les conclusions de l'étude, ou alors que le panel, il est sur 10 personnes, ou alors que ça concerne des gens qui ont une maladie particulière, etc. Bon, bref, voilà. L'illusion de scientificité, c'est ça. On va utiliser des sources qui sont réellement scientifiques et on leur fait dire autre chose. Voilà. Mais pour une personne qui va passer de moins en moins de temps sur Internet à vérifier ses sources, ça passe pour quelque chose de vraiment scientifique. Le second, c'est ce qu'on appelle l'argument d'autorité ou le transfert d'autorité. Alors, l'argument d'autorité, voilà, ça c'est une vieille publicité de Camel qui date de 1946. Si c'est un médecin qui fume des camels ou qui fume des cigarettes, c'est pas dangereux et surtout, c'est meilleur que les autres. Voilà. Donc, si je fais appel à quelqu'un qui a autorité sur la discipline, voilà, je lui fais confiance. C'est ce que disait tout à l'heure Eric avec l'intervention du professeur Montagnier. C'est un Nobel de médecine, donc on lui fait confiance. Voilà. Et quand il parle de médecine ou de virus, on lui fait confiance. Ce qui est au fond aussi normal. Voilà. Et alors, ce qu'on appelle le transfert d'autorité, c'est un petit peu la même chose. C'est-à-dire que quand vous allez avoir dans un documentaire, par exemple, des intervenants qui sont des experts, donc eux, on leur fait confiance, donc on utilise cet argument d'autorité. Et entre leurs interventions, on va faire intervenir des gens dont l'autorité est quand même un peu plus contestable, qu'on va souvent appeler des lanceurs d'alerte, parce que c'est un terme un peu fourre-tout. Et en fait, ces gens-là, leur discours va bénéficier de l'autorité des gens qui ont parlé avant ou après eux. Voilà, donc c'est ça aussi qu'on appelle le transfert d'autorité. Et du coup, dans toutes les personnes qui vont apparaître dans ce documentaire-là, vont être considérées comme faisant autorité sur la question. Voilà, et on ne va pas remettre en cause leur discours. Alors là, on n'est plus tout à fait dans les biais. Enfin, c'est souvent en fait la confusion entre corrélation et causalité. Donc là, si je vous montre ce sondage,
donc, qui était sur l'hygiène des Français, un sondage très intéressant. Je vous encourage à aller le voir en entier. Donc, à votre avis, cela signifie-t-il que si je suis un électeur de Macron, est-ce que je suis plus propre qu'un électeur de Le Pen ou de Mélenchon? Voilà. Donc là, on voit bien qu'on fait la confusion entre corrélation et causalité. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de lien entre ces deux chiffres, en fait. Voilà, ça n'a pas de rapport de causalité. Ce n'est pas parce que je vote Macron que j'ai une hygiène corporelle irréprochable. Voilà. Donc, on voit bien qu'on peut faire très, très souvent, et ça, c'est très souvent utilisé, la confusion entre corrélation et causalité. Et donc, je vous renvoie vers un site. Donc là, je vous ai mis le lien, qui est un site dans lequel vous pouvez vous-même en fait, faire des corrélations. Alors, il est en anglais, mais il est très bien fait. Et vous pouvez faire des corrélations en fait, entre plein de statistiques différentes. Donc là, par exemple, c'est l'argent dépensé par les États-Unis sur la science et le nombre de suicides par pendaison. Voilà. Et ben, la corrélation, vous la voyez, vous regardez cette courbe. Et ben, effectivement, ces deux courbes se rejoignent. Donc, forcément, mais c'est une corrélation et ce n'est pas une causalité. Ce n'est pas parce que là, le gouvernement américain dépense de l'argent dans les sciences que les gens vont plus se pendre. Et heureusement. Donc, ça, c'est utilisé très, très, très souvent dans les rhétoriques pseudo-scientifiques. Et pour terminer, là aussi, je ne vais pas faire la liste en entier parce que ce serait très long. Ce qu'on peut étudier aussi avec des élèves, c'est ce qu'on appelle les arguments fallacieux. Donc, là, c'est plutôt de la rhétorique, en fait, donc, qui va se retrouver à la fois qu'on peut étudier dans des textes, mais aussi beaucoup dans des documentaires, par exemple, ou des reportages vidéo. C'est toutes les techniques narratives, etc., qui sont utilisées à des fins, alors je vais dire manipulatoires là, mais ce n'est pas toujours le cas, puisque en fait, ces arguments-là, parfois, on va les retrouver dans des documents ou des productions qui sont tout à fait respectables. Hein, mais, donc voilà, vous allez retrouver aussi des questions d'arguments d'autorité, d'appel au bon sens, etc. Donc, je vous encourage à aller voir cette ressource. Donc voilà, je répète que vous aurez le diaporama à la fin, avec toute cette liste d'arguments fallacieux que vous pouvez utiliser avec les élèves. Et donc justement, pour en venir un peu plus au concret avec les élèves, quelle démarche il faut adopter avec eux pour les aider à construire leur esprit critique? Alors la première chose que nous on envisage, c'est de sortir de la logique du vrai et du faux. Ça, c'est une évidence. Et en science, vous avez bien vu, quand on parle des hypothèses scientifiques, il n'y a pas de choses vraies ou de choses fausses. Par contre, on va se parler de ce qu'on appelle l'échelle de la preuve. C'est-à-dire que si j'ai une étude scientifique, ça n'a pas du tout la même valeur que ce qu'on va appeler un consensus scientifique. C'est-à-dire qu'il y a un nombre important d'études et les scientifiques se rejoignent tous pour dire la même chose. Par exemple, il y a un consensus scientifique autour de la question du réchauffement climatique. Il y a un nombre très important de scientifiques qui s'accordent à dire que la planète est en train de se réchauffer. Ça, c'est un consensus. Par contre, si je n'avais accès qu'à un expert qui me dit que la planète refroidit, ben là, je sais que ma preuve, alors je ne sais pas si c'est vrai ou si c'est faux, mais on sait que l'échelle est beaucoup plus faible en termes de fiabilité de l'info. Donc, ce qu'on voit aussi avec les élèves, c'est un peu la même chose. C'est plutôt de leur demander de vérifier l'info. C'est ce qui est plutôt un travail de journaliste. On va leur demander d'évaluer l'info. Et là, ce n'est pas du tout pareil. C'est-à-dire qu'on va évaluer l'info en fonction de son degré de fiabilité. C'est-à-dire qu'on va sortir de la logique du vrai ou du faux, mais on va dire, bon, bah, ça, c'est pas certain du tout. Il n'y a rien qui me prouve, ou alors il y a trop peu de sources, ou alors c'est juste un témoignage, c'est juste de l'opinion, ou ça me paraît vraiment
certain parce qu'il y a un consensus scientifique autour de cette question. Et ceci dit, le consensus scientifique existe jusqu'à ce que la théorie soit réfutée. Et ça peut arriver aussi. C'est assez difficile de confronter des élèves à ça parce que ça veut dire que les certitudes, elles sont finalement jamais entièrement... elles peuvent jamais durer dans le temps. Voilà. Pas définitive. Exact. Merci Eric. Elles sont jamais définitives. Donc ça, c'est assez compliqué. Mais bon, déjà, voilà, sortir de cette logique vrai-faux, c'est une dimension qui est importante. Et donc, quand je parle d'évaluer une source d'information, eh ben, il y a tout un tas de questions qu'on peut se poser autour de l'info. Nous, on résume souvent ça à cette question-là. Qui me parle de quoi? Avec quelle légitimité? Alors, ça, c'est très important, la question de la légitimité. Dans quel contexte et avec quelles intentions? Voilà. Donc, les deux, voilà, c'est la question qu'on peut poser face à n'importe quelle source d'information et pour évaluer en fait la fiabilité, la pertinence d'une information. Et donc, c'est ces thématiques-là qu'on aborde notamment via les déclics critiques. Donc, ça sont des ressources vidéo qui sont produites par le CLEMI, que vous allez retrouver sur notre site. Donc, ce sont des séances d'éducation aux médias et à l'information qui sont filmées en classe. Et donc, avec tout ça, vous avez la vidéo qui vous présente voilà, la séance. Et puis, vous avez un accompagnement pédagogique. Donc, vous avez la fiche pédagogique qui est téléchargeable, ainsi que toutes les ressources, et puis une fiche info qui fait le point sur le sujet. Donc, nous, on s'est intéressé à plusieurs choses. Là, je vous ai mis que quelques exemples qui sont en lien avec notre thématique d'aujourd'hui. Mais on a comment vérifier l'authenticité d'une vidéo publiée sur les réseaux sociaux, l'usage de la data visualisation dans les médias. Ça aussi, c'est très important. On ne pourra pas en parler aujourd'hui, mais comment on utilise les chiffres et comment on fait voir les chiffres dans les médias, c'est très, très intéressant d'étudier ça. Comment on représente l'information aussi, notamment avec les cartes. En fait, on se rend compte qu'il y a aussi des biais d'interprétation qui sont intéressants à étudier. Et puis une autre qui est plus liée au premier degré avec des élèves d'école primaire. Donc, c'est les experts dans les JT et dans les pubs, comment faire la différence. Donc là, ça rejoint bien la thématique qu'on aborde aujourd'hui, la place de l'expert dans les médias. Donc, on sait qu'ils sont aussi beaucoup mis en scène, beaucoup invités ou présentés comme des experts, mais qu'est-ce que c'est qu'un expert et comment on fait la différence? Alors, quand on parle d'apprendre à évaluer l'information, ça, je vous renvoie à la lecture d'un article d'Anne Cordier, qui est professeur en sciences de l'information et de la communication, et qui a suivi un panel d'élèves pendant un certain nombre d'années. Et donc, elle les a questionnés sur leur rapport à l'information. Et donc, ce qui est très intéressant, c'est de voir que, en fait, très souvent, l'évaluation de l'information, ça apparaît comme une injonction académique. C'est-à-dire que c'est un truc qu'ils ne font pas, les élèves, mais ils le font parce qu'on leur demande. Ils perçoivent ça comme une demande de l'école, voilà, une demande scolaire. Donc, il faut, nous, arriver à sortir de ça. Et surtout à ne pas réduire la culture des sources à une méthodologie, c'est-à-dire les réflexes face à l'info. Alors voilà, si tu as une info, tu cliques ici, tu fais un clic droit sur l'image, recherche inversée, etc. En fait, il faut éviter de réduire à des méthodes procédurales, mais quand on parle d'esprit critique, on est bien dans quelque chose de l'ordre de la démarche et de l'ordre aussi des... J'arrive plus à trouver mon mot, d'une démarche de réflexion face à l'information. Évidemment, chose très importante aussi, et auquel on ne pense pas forcément, c'est qu'il ne faut pas réduire cette question de l'évaluation de l'information, de l'esprit critique, aux sources numériques, ce qu'on a parfois tendance à faire, parce qu'on a tendance à hiérarchiser les sources imprimées et les sources numériques. Pas parce que c'est en ligne que c'est moins fiable qu'une ressource imprimée. Voilà. Donc, en gros, quand ils ont un livre ou un journal, ils n'ont pas besoin d'avoir un esprit critique, mais quand ils se retrouvent en ligne, parce qu'on leur a beaucoup dit que, attention, sur les réseaux sociaux, où il y a des infos, il y a des fausses informations, des fake news, etc. Du coup, on a l'impression qu'ils abandonnent un peu leur esprit critique quand ils sont face à des livres. Et on a bien vu que, voilà, il y a des tas de livres qui sont très, très critiquables et sur lesquels il faut aussi exercer son esprit critique. Et donc, d'un point de vue plus général,
on appelle, nous, et c'est ce que dit Anne Cordier, je trouve ça vraiment très intéressant, à un changement de posture éducative. Alors ça, c'est quelque chose qui est assez complexe parce que ça nous met aussi, nous, en tant qu'enseignants, dans une forme d'inconfort. En fait, il faut abandonner l'idée qu'on maîtrisera les réseaux sociaux numériques et qu'un jour, on arrivera à comprendre comment ça fonctionne parfaitement et qu'on sera toujours au point là-dessus. D'autant plus que chaque fois qu'on commence à en comprendre un et à le maîtriser, et ben les élèves ou les ados, ils sont partis, ils sont allés sur un autre parce qu'évidemment, leur pratique échappe au regard des adultes et c'est bien normal. Donc, abandonnons cette idée-là, laissez tomber, vous n'y arriverez jamais. Vous serez toujours dépassés, et nous y compris. Voilà. Mais ce n'est pas ce qui est important, justement. Et quand elle parle de changer de posture éducative, c'est de passer, c'est adopter la posture de maître ignorant. C'est-à-dire que vous vous placez aussi dans une démarche de questionnement informationnel que vous co-construisez avec vos élèves. C'est-à-dire que, en fait, vous êtes plus comme un guide, vous êtes plus l'enseignant expert qui va pouvoir répondre à toutes les questions, mais vous êtes celui qui va pouvoir les accompagner dans l'évaluation de l'information. Et ça, c'est plus très, sur la très important. méthode, en fait. Sur la méthode que sur les contenus eux-mêmes, quoi, en fait. C'est vraiment les accompagner dans l'élaboration de la méthode, en fait. Voilà, c'est plus ça. Et c'est comme on a moins de repères que dans le monde médiatique, par exemple de la presse imprimée, où on pourrait dire, nous, facilement, bah ça, c'est un journal qu'on connaît, etc., et qui, potentiellement, même s'il peut y avoir des erreurs, est plus ou moins fiable. Et ben, sur Internet ou les réseaux sociaux, finalement, on se retrouve dans la même posture qu'eux, c'est-à-dire qu'on est face parfois à des objets informationnels qu'on ne connaît pas, qu'on ne maîtrise pas, et que, voilà. Mais par contre, ce qu'on peut avoir, nous, c'est leur apporter ce qu'on vous expliquait juste avant, c'est d'avoir une démarche réflexive et surtout de se questionner par rapport aux sources et d'arriver à évaluer l'information qui est face à eux. Alors, c'est pour ça que ça fait, nous, 2 ans qu'on travaille sur ces questions-là au Clémy, notamment dans le cadre de la semaine de la presse et des médias dans l'école. Donc, dans le dossier pédagogique de l'année dernière, donc, qui s'intitulait l'information sans frontières, on a proposé un certain nombre de fiches info ou de fiches pédagogiques sur ces questions-là. Donc, notamment sur la question des lobbies dans l'info scientifique. Donc ça, c'est une fiche info. Il y a deux fiches pédagogiques sur le traitement de l'information scientifique et maîtriser l'incertitude dans le débat scientifique, qui est assez intéressant. Et une fiche info sur santé et alimentation, une des informations mondiales lucratives. Ça, c'est ce dont je vous parlais tout à l'heure. En fait, la désinformation scientifique, c'est quelque chose de très lucratif pour ceux qui la produisent. Et donc, en exclusivité, ce soir aussi, donc la nouvelle brochure qui vient de paraître, hein, ça y est, elle est disponible sur le site de Clémy depuis aujourd'hui. Donc, le thème 2021 de la semaine de la presse et des médias dans l'école, ce sera s'informer pour comprendre le monde. Donc, un terme assez large, mais on voulait justement revenir sur cette question des fondamentaux, là, de vraiment que la question informationnelle, c'est vraiment une clé de compréhension du monde. Donc, on est revenu sur le modèle des revues scientifiques, c'est-à-dire comment fonctionnent ces revues-là, qu'est-ce que c'est que l'évaluation par les pairs, etc. Donc ça, c'était aussi, on s'est dit qu'il fallait qu'on comprenne comment ça fonctionne, comment on fait pour rechercher et exploiter des infos en sciences, comment on détecte les biais cognitifs liés à l'environnement. Ça aussi, je vous encourage à aller consulter cette fiche pédagogique parce que ça fait le lien avec ce qu'on a présenté juste avant, les différents biais cognitifs qui peuvent être à l'œuvre. Et enfin, ça, c'est une fiche ressource sur évaluer la fiabilité des discours scientifiques sur YouTube. Donc, c'est une étude en fait, de différentes chaînes YouTube qui ont produit des discours scientifiques ou pseudo-scientifiques. Et donc, comment on peut, avec les élèves, on sait que c'est une source d'infos très, très utilisée par nos élèves, comment on peut aller évaluer ça avec eux. Voilà, donc vous voyez, il y a le lien en dessous de la diapo, vous pouvez aller le consulter sur le site du Clémy. Tout est téléchargeable gratuitement. Et donc, pour faire en forme de conclusion, avant de vous laisser un peu la parole et puis voir si vous avez des questions, il y a un projet qu'on trouve intéressant aussi sur les questions scientifiques au Clémy, c'est le projet Forecast. En fait, c'est le projet de la cartographie de la controverse.
Alors, on a quand même pas mal d'exemples de controverses scientifiques ou techniques qui existent. Et là, ce qui est intéressant, c'est que plutôt que de faire ce que je vous disais tout à l'heure, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux, d'évaluer la fiabilité d'une info, et bien là, plutôt, on va essayer de cartographier l'ensemble des points de vue ou des publications qui ont été réalisées autour de cette controverse. Donc, d'essayer d'en avoir une vision un petit peu générale, ce qu'on appelle la cartographie de la controverse, et qui va nous permettre de nous faire notre propre point de vue en fait, sur cette controverse. Et c'est l'idée de montrer aux élèves que voilà, la science, elle se construit par la controverse et que c'est normal et que c'est ce que disait Eric au début, hein, le temps de la science et le temps médiatique sont complètement différents et qu'on peut aller étudier voilà, comment se construit ou comment se règle une controverse par cette méthode. Ça, je vous encourage à aller voir aussi le site qu'on trouve assez intéressant. Voilà, Eric, peut-être tu as un mot de conclusion. Pas spécialement, non, je pense que c'était vraiment, enfin, voilà, non, pas sur la controverse, non. Voilà, et c'était voilà, en gros à peu près ce qu'on voulait vous présenter ce soir. Donc, si vous avez des questions, surtout n'hésitez pas, soit par le chat, soit en prenant la parole. Merci beaucoup pour votre présentation qui ouvre des perspectives passionnantes et multiples. Et effectivement, les ressources que vous avez proposées vont permettre d'explorer un petit peu tout ça. Est-ce qu'il nous reste encore quelques instants? Donc, si les personnes présentes veulent poser des questions, c'est le moment. Prenez la parole. N'hésitez pas. Je suis ravie de voir que le dossier de la semaine de la presse est accessible parce que c'est une ressource indispensable. Et voilà. Peut-être que si vous souhaitez qu'on revienne ou que les intervenants reviennent sur un point ou un autre, parce que c'est vrai que moi, j'avais envie de réagir un peu de façon, comme vous disiez, il y a ce mécanisme de la peur qui se met toujours en route. Et en plus, quand on est prof, la volonté de bien faire et de bien orienter, éduquer les élèves. Donc, finalement, comment faire, surtout quand on ne se sent pas spécialiste de la chose, c'est-à-dire retrouver ses points d'appui en tant qu'éducateur pour dialoguer avec les élèves. Voilà. Donc, il y a à la fois trouver des pistes dans vos documents et puis voilà, ne pas tomber dans les biais. Je ne sais pas, être patient. Est-ce que vous avez des enseignants qui vous font des retours là-dessus, sur leur façon d'évoluer aussi dans cet enseignement-là? C'est sûr que la question de la patience que vous évoquez, elle est indispensable. Et c'est pour ça que l'éducation aux médias, ça se fait forcément dans un temps long. Et finalement, c'est un apprentissage de tous les instants. Quand je disais que l'esprit critique, ça se construit tout au long de la vie, et ben c'est l'apprentissage de la patience aussi, encore plus quand on est face à des discours scientifiques. Comme je vous le disais, quand on découvre une maladie, ben, il faut accepter que les scientifiques qui nous parlent ne sachent pas, n'est pas tout de suite la réponse. Et puis, quand on fait de l'évaluation de l'information avec les élèves, il faut accepter aussi que ça prend du temps, qu'ils se trompent, que nous aussi on se trompe, et que pour aller évaluer une source d'infos, eh ben, il n'y a pas 3 clics à faire, quoi. Donc, ça peut... Et puis, parfois, la réponse, elle n'est pas évidente, et puis elle peut faire l'objet d'une discussion. On n'est pas d'accord, on pense que c'est fiable, d'autres non, on a trouvé d'autres sources, etc. On n'a pas la même méthode, on n'a pas la même démarche. Et donc, c'est l'idée de confronter toutes ces choses-là qui prend du temps, mais c'est ça qui construit, qui peut permettre de construire l'esprit critique. Et puis, en fait, le débat autour de cette information, il ne conduit pas forcément à la même opinion, en fait. Parce que c'est quand même le but, c'est qu'à la fin, il y a du pluralisme. Et c'est qu'on peut pourtant avoir vérifié chacun et ne pas avoir la même opinion à la fin. Et voilà, on est quand même dans des sociétés on est dans des sociétés pluralistes, en tout cas, c'est ce qu'on défend. Et autour de ça, effectivement, c'est permettre à ces élèves de forger leur opinion et qui ne sera pas forcément celle de l'enseignant et qui ne sera pas forcément celle de leur père. Mais en tout cas, que ce soit une opinion étayée et avec laquelle ils peuvent débattre.
C'est-à-dire qu'ils ont les armes pour débattre et pour la défendre. C'est ça l'intérêt. C'est pour ça que d'ailleurs que les projets de médias scolaires sont toujours intéressants aussi dans ces... Après, je t'ai convaincu certainement, mais c'est à ce moment-là qu'effectivement, ils peuvent faire l'expérience de ce que c'est que de défendre une idée, alors pas forcément une opinion mais de construire un raisonnement et de construire une production médiatique, vérifier des sources, etc. C'est la meilleure façon, en fait, de construire son esprit critique, c'est de pouvoir soi-même accéder à la production d'informations. Je vois que Damien Péchard a branché sa vidéo. Est-ce que vous voulez intervenir? Alors, ouais, il n'y a pas de micro. Voilà. Non, pas vraiment. Bonjour à tout le monde, pas vraiment. Pour voir si ça marchait. Voilà, merci. Vous vérifiez l'information, là. Vous êtes en train de vérifier la... Voilà, techniquement parlant. Et c'est vrai que ce que je trouve aussi passionnant en vous écoutant, c'est de revenir à presque on a envie de dire des choses simples qu'on a apprises, c'est-à-dire qui parle, d'où il parle, pourquoi il parle, et c'est toujours les mêmes questions de fond finalement. Est-ce que un scientifique va nous apporter une question qui finalement relève du politique, c'est-à-dire quand est-ce que voilà, je trouve ça vraiment passionnant parce que ça permet de donner de sortir un peu du binaire ou d'entrer dans le détail en fait et dans le relief de la pensée. Ouais. Pour répondre à la question, je vois sur le chat la difficulté du traitement de l'information, évidemment plus sensible dans certains pays. Bien sûr, on est tout à fait conscient de ça. Et je dirais, même dans les autres pays, enfin, même dans des pays dits où l'information est moins contrôlée, voilà, se pose la question de qui possède l'information, de qui la transmet. Ça, c'est quelque chose, nous, auquel on est assez sensible. Par exemple, qui possède les médias en France et derrière, voilà, donc, qui la contrôle d'une certaine façon quand même. Hein, même si ce n'est pas un contrôle étatique, il y a d'autres formes de contrôle sur l'information. C'est des choses aussi qui sont importantes à connaître pour savoir qui nous parle et d'où on nous parle. Voilà, ça fait partie des choses à savoir, des choses auxquelles on doit s'intéresser quand on a un discours. Quoi. De quel point de vue on nous parle. Et du coup, vous le disiez tout à l'heure, c'est pas parce que c'est de l'imprimé que c'est mieux que le web. Du coup, ça redonne une certaine légitimité aux réseaux sociaux, justement, qui agissent comme un contre-pouvoir parfois, ou comme vérificateur de l'info en direct, ou comme moi, ce que j'aime beaucoup, c'est les threads des personnes, par exemple des linguistes ou des juristes ou des docteurs qui décortiquent une information de leur point de vue. Et ça, c'est intéressant aussi à voir. C'est-à-dire qu'on se sent un peu déboussolé en se disant, mais moi, je ne suis pas du tout spécialiste, etc. Mais le débat démocratique fait que, ou les outils démocratiques, l'accès libre à ce genre d'outils où chacun peut s'exprimer est quand même un pilier indispensable. Enfin, ça réassure tout ça. Tout à fait. Alors, le seul problème, c'est que du coup, il y a plus de hiérarchie entre les différentes personnes qui prennent la parole. C'est-à-dire que tout a de la même valeur, mais tout a la même forme. Un tweet ressemble à un tweet et tout a la même valeur. Donc, du coup, c'est beaucoup plus compliqué en fait de s'y repérer. C'est ça qui fait la difficulté et je pense un petit peu la méfiance qu'on peut avoir vis-à-vis des réseaux sociaux. Mais finalement, un réseau social, d'ailleurs, on n'appelle plus ça réseau social, on appelle ça média social. Et ça reste un tuyau, hein, ça reste voilà, simplement le moyen par lequel les informations circulent et les réflexes qu'on a face à une info publiée sur un journal papier, c'est les mêmes qui doivent être utilisés face à une info qui nous paraît sur les réseaux sociaux. Donc voilà, qui nous parle, avec quelle intention, avec quelle légitimité, pourquoi, voilà. Donc, finalement, c'est pour ça qu'on revient toujours à ces questions, parce qu'elles s'appliquent en fait à n'importe quel média ou n'importe quelle source d'information. On en revient toujours à la même question, la source de l'info. Et si on arrive à évaluer ça, déjà, on peut avoir quelques éléments pour pouvoir évaluer la fiabilité d'une info.
Voilà, on est un petit peu dans une période où on a le sentiment que la désinformation serait née avec les réseaux sociaux. Voilà. Enfin, la désinformation, la propagande, etc., c'est vieux comme le monde, quoi. Donc, on avait participé à une exposition avec la BNF euh, l'an dernier, je crois, sur l'histoire de la désinformation. Voilà, enfin, ça n'a pas attendu les réseaux sociaux, ça c'est clairement, quoi. Donc, c'est un biais qu'on a un petit peu actuellement parce qu'effectivement, c'est déstabilisant parce que tout le monde a accès à la publication. Voilà, c'est ce qui change. C'est qu'on n'a plus besoin d'être un acteur économique ou étatique pour pouvoir publier quelque chose. Ça change. Mais par contre, la désinformation, elle est toujours là, elle a toujours été là, quoi. Voilà. Je vous ai remis le lien dans le chat, du coup, ça s'appelle Histoire de fausses nouvelles, qu'on a l'exposition qui est téléchargeable sur le site du Clémy, qu'on a fait en partenariat avec la BNF, voilà, qui reprend à partir aussi d'archives de la BNF la question de la manipulation de l'information et de la propagande. Et on voit que c'est aussi vieux que la presse, c'est aussi vieux que l'information, de même que la rumeur est née avec l'information. Voilà, on voit que l'info, elle est manipulée à partir du moment où elle existe, quoi. Ça, c'est une dimension intéressante. Comment travailler avec les élèves sur la construction des connaissances humaines en partant des objets scientifiques? Il y a une piste, alors je ne sais pas si je réponds tout à fait à la question, mais qu'on trouve intéressante nous aussi au Clémy, c'est de travailler avec Wikipédia. Parce qu'il y a une chose, un des principes fondateurs de Wikipédia qui rejoint un peu ce dont on parlait sur la question de la pédagogie de la controverse, c'est ce qu'on appelle la neutralité de point de vue. Quand vous contribuez à un article dans Wikipédia, l'idée, c'est pas donner votre point de vue avec une source, mais c'est d'essayer de trouver des sources divergentes et complémentaires sur les sujets en fait, que vous abordez. Et ça, c'est quelque chose sur lequel on travaille, notamment dans le cadre du Wikiconcours lycéen qu'on organise chaque année au Clémy. Donc là où les élèves contribuent à Wikipédia, donc en fait, ils construisent de l'information, finalement, ils construisent aussi des connaissances et ils étudient en même temps voilà, la fiabilité des sources, l'évaluation des sources sur un objet qui est intéressant et qui est surtout très, très utilisé par les élèves, notamment sur les questions scientifiques. Hein. On voit bien que parfois, les controverses arrivent jusqu'à Wikipédia. Il peut y avoir des guerres d'édition, des choses comme ça. Je fais ce rapport-là parce que, en fait, finalement, ce qu'on reproche aux réseaux sociaux, finalement, c'est ce qu'on reprochait aussi beaucoup il y a quelques années à Wikipédia, finalement, d'être une source pas du tout fiable, qu'il ne fallait pas aller consulter, etc. Mais aujourd'hui, on a compris comment ça fonctionnait et on a poussé des élèves aussi à aller eux-mêmes enrichir cette encyclopédie. Du coup, maintenant, ils voient comment ça fonctionne et du coup, ils l'abordent en connaissance de cause. Et je crois que c'est un peu aussi ça qu'il faut faire quand on parle des médias scolaires et donc aussi des réseaux sociaux. Eh ben, c'est en comprenant comment ça fonctionne qu'on va pouvoir les utiliser de façon beaucoup plus raisonnée. Moi, si je peux me permettre une réaction là presque, je trouve que c'est vraiment super important aussi d'éprouver pas seulement le danger ou la difficulté, mais aussi d'éprouver ce qu'il y a de meilleur, finalement, le partage de connaissances, la construction ensemble de connaissances. Et finalement, on est là pour ça à l'école. Et puis, si on met un peu de valeur humaniste derrière, on est quand même là pour fondamentalement construire quelque chose de solidaire et qui nous emmène ensemble vers quelque chose. Et Wikipédia, c'est vraiment une très belle métaphore de ça. Et je trouve ça chouette aussi de donner aux élèves à examiner des objets positifs. Enfin, je veux dire, j'ai plus le mot, mais pas simplement les dangers, la difficulté à trouver la ressource, mais aussi des vrais beaux objets comme Wikipédia ou les carnets hypothèses ou tous les communs, etc. Enfin, je trouve que c'est chouette d'avoir les deux surtout pour être dans du constructif et pas simplement du attention. Et voilà, parce que c'est quand même... on s'en rend compte quand on n'a plus Internet, on ne sait plus définir un mot, on ne sait plus le titre d'un livre et voilà, on a besoin de cette connaissance partagée, c'est quand même super chouette. Enfin, je ne tombe pas dans le monde des bisounours, mais quand même, ouais. Tout à fait, ouais.
Je ne sais pas si d'autres personnes souhaitent intervenir. On va peut-être arrêter là cette intervention et je me fais l'écho des messages dans le chat. Merci beaucoup pour cette intervention passionnante. Par chance, elle est enregistrée, donc on va pouvoir y revenir parce que vous nous avez dit plein de choses très, très touffues, très riches, avec plein de perspectives. Donc, ça va nous faire matière à réfléchir. Puis on va aller vérifier les sources là, de tout ça pour être sûr. Vous avez raison. Parce que bon, on le fait mis d'accord. Il faut, voilà. Vous avez raison. Totalement. En tout cas, mille merci de vous être joints à nous dans cette caserne citoyenne. Vraiment, merci beaucoup. Et puis, à très bientôt, peut-être sur les réseaux sociaux et peut-être ailleurs. Tout à fait, avec plaisir. Merci. Avec plaisir. Merci à tous. Merci.